Vraie Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue, on est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette dernière journée, la ligne droite de cette semaine, bien fournie avec Philippe David. Ça va mon Philippe David ? Ça va très bien, ma chère Cécile, vous avez l'air en pleine forme. Je dois vous le dire, le rouge vous va très bien. Ouais, c'était les couleurs de Sud Radio. Oui, c'est vrai, le rouge et le noir, c'est un peu stendhalien quelque part. Espérons que le taureau me trouvera. C'est pas la période des corridas. C'est une corrida sympathique, hein, c'est pas non plus un truc. Oui, c'est Philippe Bilger qui vous court après en faisant les cordes. Comme dirait Gilles Grongier. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Oui, absolument, c'est un film, absolument. Malgré votre jeune âge. Ah oui. Et en rouge et noir, c'était également Jeanne Masse. Ah oui. Voilà, je l'attendais. Le rouge et noir, il n'y a pas que Jeanne Masse, hein, me dit ça, je dis rien. Non, je pensais plutôt, Oui, Stendhal, vous voulez dire. Chacun son niveau. Oui, c'est ça. C'est aussi les couleurs du Stade Toulousain. Ah oui, essayez. Ah là, c'est bon, on a fait le tour. mieux. On a fait le tour. C'est bon, j'ai Milan AC aussi, mais tant pis. On est ravis de vous accueillir en tout cas jusqu'à 19h aujourd'hui. Au sommaire de cette émission, le grand débat du jour à 17h30, le récit d'une désillusion. Une trentenaire élue maire de Pibrac en Haute-Garonne raconte pourquoi elle a démissionné 4 ans plus tard, prise en tenaille entre des normes contradictoires, de budget contraint, des sollicitations à toute heure, 70 heures de travail par semaine sans marge de manœuvre. Camille Pouponneau, comme plus de 2400 maires, ont jeté l'éponge depuis 2020. Alors parlons vrai, est-ce que les maires sont abandonnés par l'État ? Et à cette question, violence des administrés, faible rémunération, horaires à rallonge, les maires ont-ils raison de démissionner ? Vous dites oui à 87%. Vous voulez réagir ? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Et les questions, êtes-vous heureux ? La France dégringole de la 20e à la 33e place en 2 ans au classement onusien du bonheur déclaré par les habitants. Classement dominé par les pays nordiques avec la Finlande, indéboulonnable première. Alors parlons vrai, trouvez-vous que la qualité de vie en France s'est détériorée ces dernières années ? Et à cette question, êtes-vous heureux de vivre en France ? Eh bien vous dites non à 79%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et vous avez jusqu'à 19h pour réagir. On vous souhaite la bienvenue. On est ensemble justement pendant 2 heures. Les Vraies Voix Sud Radio. Et autour de cette table, momentanément, Philippe Bilger ne sera pas tout seul longtemps. Bonsoir mon cher Philippe. Non, bonsoir. Je me dis, ça aurait été bien pour le jeu tout de même. Tout à l'heure, j'aurais eu plus de chances de le gagner. Excusez-moi, oui, en étant tout seul, c'est plus facile. Mais on peut les bâillonner si vous voulez. C'est ce que je dis. Il y a Gilles tout de même là. On peut les interdire. Voilà, c'est nous qui fixons les règles, Philippe David. Absolument. Voilà, alors autour de cette table aussi, Gilles Boussingault qui est avec nous, bonsoir. Journaliste média. Bonsoir Cécile, Gilles. bonsoir Philippe. Et nous avons l'opération de la chaise vide. Voilà. Oui, on l'attend, mais il va arriver. Au moins, il n'est pas bavard. Hein. Emmanuel Abramovitch, porte-parole du BNVCA, le Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme qui arrive. Et voilà, il sera là, il se fait attendre. C'est ça, il veut jouer les stars, bravo, il se fait attendre, bravo. arrive. Quel talent, bravo, voilà. Avec toutes nos excuses, bien entendu. C'est ce qu'on appelle les guest stars. Voilà, les guest stars. La vedette américaine. Votre accent anglais est Bonsoir toujours Emmanuel aussi bon. Abramovitch, bougez pas, asseyez-vous. En attendant, Emmanuel de Suresnes est avec nous au 0826 300 300. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir à tous. Et vous avez un coup de cœur, mon cher Emmanuel. Alors j'ai un coup de cœur que je vais peut-être trouver que je vais le chercher loin, mais c'est l'équipe de foot féminine du Japon. Écoutez, elles ont participé, ces filles, elles sont formidables. C'est une équipe soudée, inventive, qui a un jeu vraiment intéressant. Les filles sont très bonnes. Et elles ont récemment remporté une coupe qui s'appelle She Believes, qui a eu lieu aux États-Unis. Elles ont écrasé les Australiennes, les grandes Australiennes, les grandes Américaines. Les Matildas. Elles ont marqué, elles sont menées par une buteuse qui s'appelle Mina Tanaka. Franchement, il faut les voir jouer, c'est extraordinaire, c'est jubilatoire. À côté de ces filles, elles ne gagnent pas beaucoup d'argent. Hein. Je sais, j'ai lu ça dans le Japan Times. Elles jouent beaucoup, elles gagnent peu, mais elles s'éclatent, elles s'amusent, elles sont vraiment intéressantes. Et à côté de nos milliardaires apatrides des équipes masculines internationales, elles font plaisir à voir. C'est vraiment l'esprit sportif, c'est super sympa. Voilà.
Alors, c'est vrai, Quel gars chez nos féminines. Oui, moi aussi. Hein. Parce que j'ai réellement, quand j'ai découvert à la télévision le foot féminin, je l'ai trouvé à l'époque presque plus intéressant que le foot masculin, parce que elle respectait les règles, elle ne se roulait pas par terre, elle n'injuriait pas l'arbitre. Et peu à peu, malheureusement, on a vu une gangrène s'installer également dans le foot féminin, mais je ne connaissais pas ce foot ça donne envie d'aller regarder, ça c'est sûr. Et notamment l'avançante Madame Tabaka. Non, Tanaka. Vous êtes sûr? Oui, de toute façon, si tu veux marquer, si tu veux gagner, Tanaka marqué. Hein. Voilà, ça c'est bien trouvé, ça. Hein. Oui, je n'exagérerai rien dès le début. Hein. Moi, je dis commencer une émission comme ça, je préfère annuler. On la redémarre depuis le début, c'est-à-dire que vous renvoyez le générique et on recommence depuis le début. Après, on peut peut-être remarquer que, d'une manière générale, les orientaux et les extrêmes orientaux surtout sont très respectueux des règles. Ah bah oui, ils font vraiment les choses. En même temps, parfois ils n'ont pas le choix. Oui, ils n'ont pas le choix, mais justement ils font les choses de manière très dévouée comparé aux occidentaux qui eux prennent beaucoup plus de recul là-dessus. Ils ne s'ennuient jamais. Oui, c'est ça. Ils sont tour à fond. Exactement. Oui. Emmanuel Abramovich qui a couru, donc il reprend son souffle. Comme il y avait une polémique sur le voile dans le sport, je me suis livré cette semaine à une recherche pour trouver des photos des équipes de football féminines. Et toutes les photos d'équipes féminines de football que j'ai trouvées concernant les équipes nationales algériennes, tunisiennes, marocaines, aucune ne porte le voile. Alors je reste avec une interrogation qui m'obsède. Voilà, c'est pas tout à fait le sujet, mais on sait bien d'en avoir parlé aussi. J'ai trouvé ça paradoxal. Voilà. En tout cas, Emmanuel, merci de nous avoir donné ce joli coup de cœur pour un vendredi, c'est très intéressant. Dans un instant, le réquisitoire du procureur. Bonsoir, monsieur le procureur. On va parler de Trump qui démantèle des ministères et je vais me demander si c'est possible en France. Le ministère de l'Éducation nationale. Par exemple. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Bienvenue à tous et bienvenue à cette joyeuse bande du jour avec Philippe Bilger en tête de ligne. À côté de lui, Gilles Boussingaud qui est journaliste média et Emmanuel Abramovich qui est enfin arrivé après des heures et des heures de marche dans le sable, c'est ça, dans la neige pour venir. Oui, c'est ça. Il est venu quand même, il est arrivé porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. On vous souhaite la bienvenue. C'est les vraies voix du jour et tout de suite c'est le coup de projecteur des vraies voix. Le réquisitoire du procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur. Philippe Bilger. Et vous allez requérir sur la nouvelle mesure de Donald Trump visant à, on va dire, éparpiller façon puzzle certains ministères. Absolument. Il a démantelé notamment le ministère de l'Éducation nationale en délestant le pouvoir central en ce qui concerne ce ministère de beaucoup de moyens et en confiant le reste le plus possible aux États. Mais au fond, c'est moins Donald Trump qui m'intéressait, paradoxalement, que le fait qu'en France, parfois, il m'est arrivé de dire en riant que, au fond, je pourrais aisément me passer en tant que citoyen du ministère de la Culture et du ministère de la Justice, dans la mesure où on pourrait espérer que l'effervescence de notre France suppléerait largement ces bureaucraties officielles. Et évidemment, ça ne se fera jamais, j'entends bien, mais parfois je suis tenté, quand je vois les délires de Donald Trump et ses provocations, de me dire, et si on faisait quelque chose comme ça en France? C'est vrai qu'en France, on a quand même eu le privilège d'avoir un ministère du temps libre. Je pense que c'est le seul pays au monde qui l'ait vécu, c'était en 81. Est-ce qu'il n'y a pas certains ministères? Aux États-Unis, il y a 15 ministres. 15 ou 17 ministres. Inéluctablement, en France, on est plutôt à 40. Est-ce qu'il n'y aurait pas quand même un peu de ménage à faire? Un peu de ménage à faire, voilà. Vraisemblablement, oui. Il y a un ministère des relations avec le Parlement. On se demande véritablement quelles sont ses fonctions. Faire les relations avec le Parlement. Exactement. Donc, franchement, un ministre, ça paraît beaucoup. Ça mérite un ministère. Après, pour rebondir sur ce que dit Philippe, le ministère de l'enseignement aux États-Unis ne dicte pas les programmes qui sont enseignés dans les écoles. Absolument. Alors que le ministère de l'Éducation nationale le fait en France. C'est vrai. Donc ça, c'est tout à fait politique, pour le coup. Absolument. Donc du coup, peut-être que les retombées de la suppression aux États-Unis du ministère seraient moins importantes qu'en France. Oui, et alors que le démantèlement de l'éducation nationale aux États-Unis, les fléaux venaient en grande partie de la période du Covid. En effet. Un ministère, c'est censé être une institution, quelque chose d'imboulonnable qui permet à l'État, aux citoyens, d'évoluer
de la meilleure des façons et plutôt même, en l'occurrence, de s'élever vers le haut. Et pourtant, en France, nous avons un problème qui n'est pas que chez nous, c'est que nos institutions sont de plus en plus lourdes en termes de personnel, de moins en moins effectives, c'est-à-dire que la qualité des services est de moins en moins appréciée par les citoyens qui sont censés en bénéficier. Et il y a aussi peut-être un ménage intellectuel dans une partie de l'État profond qui fait que maintenant c'est l'idéologie qui guide certains qui ne sont plus au service de l'État. Et c'est difficile, effectivement, de continuer de s'embourber comme cela. Nous avons quelques exemples, il est inutile de revenir dessus, mais vous savez très bien à quoi je fais allusion. Et peut-être que si les ministères se contenaient et se comportaient mieux, un nouveau président élu les respecterait à un point tel qu'il ne ferait pas ce genre de choses. Allez, merci les amis. Tout de suite les 3 mots dans l'actu. C'est Félix Mathieu. On lance des idées. Les vrais Sud Radio. Et puis Emmanuel, c'est l'intelligence. Voilà. C'est le rouleau compresseur. Allez. Non, mais c'est cohérent. Les amis, on est dans une autre séquence. Et 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont affiches, éducation et électricité. La France insoumise condamnée pour atteinte au droit à l'image de Cyril Hanouna. Après l'affiche accusée d'antisémitisme, le mouvement devra verser 3 500 € à l'animateur en attendant le procès pénal. Donald Trump se met en scène avec des enfants sur des bureaux d'écoliers pour signer ce décret supprimant le ministère de l'Éducation. Et puis de l'électricité dans l'air entre EDF, l'Élysée et le gouvernement. La présidence annonce le non-renouvellement du PDG Luc Rémont. Matignon annonce dans la foulée le nom de son successeur Bernard Fontana. Les vraies voix Sud Radio. L'affiche avait provoqué un tollé. Le tribunal judiciaire de Nanterre condamne LFI en référé dans l'affaire de la caricature de Cyril Hanouna. 3 500 € de dommages et intérêts à verser à l'animateur pour atteinte à son droit à l'image. Le caractère antisémite du visuel devra être examiné lors du procès pénal à venir suite à la plainte de Cyril Hanouna. Plusieurs responsables de la France insoumise, en tout cas, ont concédé une erreur ou une maladresse suite au retrait de cette affiche publiée sur les réseaux sociaux par LFI. Mais le fondateur du mouvement, Jean-Luc Mélenchon, a plusieurs fois contesté l'antisémitisme de cette affiche. Regardez le vice de ces gens. Oui, il y a peut-être une allusion, comme ils sont complètement obsédés qu'ils ont à la maison les collections d'affiches d'extrême droite que leur avaient laissé leurs grands-parents, ils les regardent tous les 5 minutes. Là, celle-là, je la connais. Pas de bol, nous, on n'a pas ces affiches. C'est une habitude des réseaux d'extrême droite. Maintenant, moi, ce que je dis à mes camarades, il va falloir vérifier tout le temps la religion des gens qu'on caricature. Nous ne sommes pas antisémites. Par pitié, lâchez-nous. Occupez-vous de ce qu'on raconte vraiment. Mais arrêtez avec ce cirque des antisémites et puis les caricatures, le nez trop long, les cheveux sont trop courts. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Le tribunal judiciaire de Nanterre, en plus de cette condamnation de la France insoumise, a aussi interdit la reproduction sur tout support de cette affiche. On n'est pas un peu sur de la mauvaise foi, Philippe? Oui. Plus que ça. Oui, mais entendre surtout, tous ceux qui critiquent, on les affiche de la collaboration chez eux depuis des années. Et surtout, ce qui me frappe, c'est qu'il n'est pas courageux. Au fond, l'affiche est une horreur, mais on pourrait aimer un leader qui assumerait, j'allais dire, ses dérives, qu'il les dise. J'ai voulu le faire parce que je n'aime pas Hanouna. Mais cette lâcheté, comme vous l'avez très bien dit, Cécile, prétendre qu'il ne l'a pas vu. C'est Gilles Boussin. Oui, je suis d'accord, c'est prendre les gens pour des imbéciles, croire qu'il n'y a pas une chaîne de commandement entre le moment où la photo a été choisie et le moment où elle a été publiée, parce qu'elle a été retouchée en plus, cette photo, avant la composition, avant la mise en affiche. Mais c'était la faute à Elon Musk et son intelligence artificielle. Voilà, c'est ça, on va dire ça. C'est la faute de Photoshop. C'est pas, non, c'est pas Photoshop, c'est Elon Musk. C'est ça. J'ai oublié le nom de son intelligence artificielle. Je suis d'accord avec Philippe là-dessus, le manque de courage d'un dirigeant qui voudrait être présidentiable en plus. Surtout qu'en face, tout le monde est unanime, Emmanuel Abramovitch. On est unanime, mais je vous trouve finalement presque trop gentil avec lui parce que c'est plus que de la mauvaise foi. J'ai déjà dit il y a longtemps chez vous qu'il s'agissait d'une stratégie. Non, mais la stratégie de mauvaise foi, là, face aux gens, de dire non, pas du tout. Il n'est de mauvaise foi que avec, en fait, ses victimes. Il n'est jamais de mauvaise foi vis-à-vis de sa clientèle musulmane intégriste. Je précise bien le intégriste. Et les gens qui sont antisémites par nature, eux, il ne les déçoit jamais. Au contraire, il est toujours au top pour les défendre. Et plus il les défend, moins il défend la France, et plus il s'enlise dans un
discours qui n'est plus du tout Mélenchon. C'est-à-dire que je n'ai jamais été de sa tendance, mais je me souviens de ses prises de position, de ses débats il y a 15-20 ans. Sur la laïcité, il y avait quand même une épaisseur intellectuelle, politique, une connaissance des besoins des Français. Aujourd'hui, il n'y a plus rien du tout. Il n'y a que de l'invective, la désignation d'une cible, mais on fait comme si c'était pas une cible, mais on caresse toujours dans le sens du poil sa clientèle, et ça devient anti-national. Et le deuxième mot, éducation, Donald Trump qui signe un décret pour supprimer le ministère de l'Éducation. Oui, signature de décret à la mise en scène, là encore, bien soignée. Vous voulez que je le fasse? Lance-t-il à des enfants installés sur des petits bureaux d'écoliers dans une salle de la Maison-Blanche transformée pour l'occasion en salle de classe d'un jour. Puis oui, Donald Trump signe ensuite le décret supprimant le ministère fédéral de l'Éducation. Alors oui, précisons bien fédéral, parce que les États-Unis étant un État fédéral, c'est pas comme s'ils supprimaient le ministère de l'Éducation nationale chez nous en France. La prérogative revient déjà largement aux différents États. Ce ministère fédéral avait un rôle, on va dire, d'appoint, notamment pour les zones sous-dotées, pour les aider. Donald Trump a ensuite vanté les vertus de cette promesse de campagne. We're going to be returning education very simply back. On va tout simplement renvoyer l'éducation aux États, là où elle doit être. Il s'agit d'une mesure très populaire, mais surtout d'une mesure de bon sens. Et ça va marcher, absolument, cela va marcher. Et je peux vous dire, pour avoir discuté avec les gouverneurs et d'autres dans les États, ils le veulent vraiment. Ils veulent reprendre leurs enfants et leur donner un véritable enseignement individuel. Le coût sera probablement réduit de moitié et l'éducation sera peut-être bien meilleure. Donald Trump avec la traduction de Thomas Ranou pour Sud Radio. En réalité, au-delà du décret présidentiel, il faut aussi un vote du Congrès pour finaliser dans les faits cette suppression du ministère fédéral de l'Éducation. Est-ce que son inspirateur serait pas Milei? Afuera. Oui, enfin, mais Trump, on savait que lorsqu'il reviendrait au pouvoir, tiendrait ses promesses pour le meilleur ou pour le pire. Gilles Boussingault. Oui, et puis il aime se mettre en scène. C'est une façon pour lui de promettre, d'exécuter ce qu'il a promis. Après, il n'a pas la majorité, donc le Congrès, il n'est pas dit que vote véritablement le. Ah, il a la majorité au Congrès. Les Républicains sont majoritaires au Congrès, si. Je crois aux deux chambres. Ils sont majoritaires au Sénat et à la Chambre des représentants. Absolument. Ah oui. Depuis les dernières élections, ils sont majoritaires dans les deux. Mais bon. C'est le afuérisme qui part du sud de l'Amérique vers le nord de l'Amérique, c'est ça? Non, j'aime bien ce mot-là, l'afuérisme. Oui, non, mais c'est très bon. Je pense plus à la multitude de qualificatifs que l'on utilise pour Trump, sans jamais vouloir décrypter ou essayer de comprendre ce qu'il fait d'une façon qui nous surprend, mais qu'il fait quand même, et qui émane quand même d'une attente populaire. Nous avons nous-mêmes de grandes difficultés avec notre système éducatif public notamment. Je vous rappelle que la majorité des gens qui font des agressions au couteau sont passés par l'école publique. Donc, critiquer Trump parce qu'il est comme ci, comme ça, etc. Observons ce qu'il fait, pourquoi il le fait. C'est un raccourci un peu facile, enfin attention. Oui, mais c'est un raccourci facile. Mais je veux dire, l'éducation publique, c'est la France de demain, c'est notre pays de demain. Donc c'est le respect des anciens d'hier, etc. Et il y a une rigueur, n'a pas de borne. Il y a une rigueur intellectuelle, morale, civique que l'on ne trouve plus. Ça rappelle les cours d'éducation. En tout cas, beaucoup moins, ça c'est sûr. Beaucoup moins qu'à l'époque. Troisième mot, électricité. Avec ce changement à la tête d'EDF. L'Élysée a annoncé cet après-midi le remerciement de l'actuel PDG Luc Rémont. On savait qu'il y avait de l'électricité dans l'air entre lui et le président Macron. De l'électricité dans l'air à propos notamment de la maîtrise des coûts et du calendrier sur le programme de relance du nucléaire. Alors dans la foulée de cette annonce de l'Élysée, Matignon a annoncé son remplacement par le directeur général actuel de Framatome, Bernard Fontana. L'homme de la situation a aussitôt vanté le Premier ministre François Bayrou. C'est le patron de Framatome, c'est-à-dire ceux qui ont joué un rôle dans la filière nucléaire très important. C'est un industriel, c'est-à-dire qu'il a l'habitude de diriger des équipes, d'accélérer des chantiers. Et donc le choix qui a été fait, c'est un choix pour projeter EDF vers l'avenir. Et naturellement, le président d'EDF sortant, M. Rémont, a eu aussi sa part de responsabilité pour moderniser l'entreprise. Bah oui, une petite politesse quand même. On peut dire que le PDG sortant, il est remercié dans tous les sens du terme quand même, au passage. Il a été mis sous tension. Luc Rémont a commis le pire, il a résisté. C'est dramatique. Enfin, l'autre est sans doute très bien.
Merci en tout cas, messieurs. Merci Félix, Mathieu. Vous restez avec nous. Dans un instant, on va revenir sur cette désillusion à Pibrac, une jeune mère qui démissionne, épuisée par la charge mentale du poste. Alors, parlons vrai. Est-ce que pour vous, les maires sont abandonnés par l'État ? Il y a cette question. Violence des administrés, faible rémunération, horaire à rallonge. Les maires ont-ils raison de démissionner ? Vous dites oui à 79%. Vous voulez réagir ? Zach attend vos appels au 0826 300 300. Jean-François Vigier est avec nous, maire de Bures-sur-Yvette en Essonne et vice-président de l'Association des maires de France. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Petite question un peu cash, mais on vise toujours l'État. Est-ce que les administrés ne sont pas aussi un peu responsables ? Non, c'est pas que les administrés. Nous, on est au service des administrés, donc on se travaille tous les jours au quotidien. Mais comme le dit notre président David Lisnard, 40 maires qui démissionnent tous les mois, c'est 40 maires de trop. Et il faut absolument que ça s'arrête. On reste ensemble jusqu'à 19h. 0826 300 300. Vous pouvez commenter dans quelques instants. À tout de suite. Retour des vraies voix avec une Cécile de Ménibus printanière, tout comme Philippe Bilger, Emmanuel Abramovitch et Gilles Boussingault. Et c'est évidemment l'heure du grand débat. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. La grogne des maires de France. Il a supprimé aux maires la taxe d'habitation, ce qui est idiot, parce qu'en réalité, en faisant ça, on enlève ce qui permet aux maires de gérer leur commune. Oui, quand la France va mal, quand la France se déchire, les maires sont là pour réparer, à proximité. C'est devenu très compliqué pour les maires. Il n'a pas tant de pouvoir que cela. Contre la suppression de la taxe d'habitation, la baisse régulière des dotations de l'État, le coût délirant, l'hiver dernier, on s'en souvient, de l'énergie, eh bien beaucoup de communes aujourd'hui se retrouvent sur le flanc. Et Camille Pouponneau, qui était maire de Pibrac en Haute-Garonne, raconte pourquoi elle a démissionné 4 ans plus tard. Prise en tenaille entre les normes contradictoires, les budgets contraints et la sollicitation à toute heure des administrés, 70 heures de travail par semaine sans marge de manœuvre. Comme elle, plus de 2400 maires ont jeté l'éponge depuis 2020. Alors parlons vrai, à un an des municipales, craignez-vous qu'on manque de candidats et donc d'élus locaux dans un an ? Et à cette question, violence des administrés, faible rémunération, horaire à rallonge, les maires ont-ils raison de démissionner ? Vous dites oui à 87%. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300. Et notre invité Jean-François Vigier, maire de Bures-sur-Yvette dans l'Essonne et vice-président de l'Association des maires de France. Bienvenue sur Sud Radio, Philippe Bilger. Je crains qu'on alterne assez régulièrement sur Sud Radio, comme dans d'autres médias, sur les sujets contrastés suivants. La fonction de maire est la plus belle dans notre vie politique. Et la seconde, c'est est-ce que il est normal que les maires démissionnent en masse ? Autrement dit, entre la lumière et l'ombre, en permanence, on est obligé de choisir. Et je regrette que, évidemment, les dangers qui sont évoqués et qui font partir les maires sont indiscutables, sont éprouvants. Moi, ce que je regrette tout de même, mais il est facile de regretter quand on n'est pas confronté aux défis qu'ils connaissent, qu'ils ne tiennent pas alors qu'ils exercent un formidable métier. Je pourrais le dire pour d'autres métiers, d'autres fonctions, mais je les comprends, mais je voudrais qu'ils restassent, mon Dieu, en poste, parce que 40, vous l'avez rappelé, qui partent de manière régulière, c'est effrayant. Gilles Boussingault, qui ne sait pas remis de cet imparfait du subjonctif tombé comme ça. Alors, je pense, oui, effectivement, c'est tellement rare maintenant d'entendre l'imparfait du subjonctif. Après, le problème du maire, c'est que, d'une manière générale, la société française s'est quand même énormément dégradée sur le plan de la violence et des communications interpersonnelles entre les gens. Donc, du coup, le maire sert de tampon aujourd'hui. Et qui plus est, aujourd'hui, le maire a une responsabilité pénale qui est ouverte tous azimuts. Dès qu'il y a un problème, que ce soit dans une piscine ou qu'il y ait un trou dans un trottoir, c'est le maire qui est responsable pénalement. Et pourtant, il y a la loi Fauchon. Oui, il y a eu, bien sûr, mais malgré tout, ça suffit pas à endiguer ce genre de problème. Donc le maire, il est tout le temps le dos tendu, craignant que pour la moindre chose qu'il puisse décider, il y ait une levée de bouclier, qu'on lui tombe dessus à bras raccourcis. Ça rend une position de maire très souvent intenable. C'est ce que je disais tout à l'heure sur la violence. Ils sont aussi responsables des administrés. Donc je comprends, monsieur le maire, qui se disent au service de ces administrés, mais qu'on voit souvent l'invective vis-à-vis des maires qui est totalement, souvent injustifiée. Un maire qui démissionne, c'est
c'est la République, la démocratie française qui s'en va. C'est effectivement un référent pour un grand nombre de Françaises, de Français, dans des villes, dans des villages, dans des villes de moyenne importance. Et ce sont des gens qui ont voté à l'unanimité et qui perdent pourtant l'homme, la femme qu'ils avaient choisi démocratiquement. Donc c'est très profond, un maire qui s'en va, c'est très significatif d'un mal-être. Il devrait être protégé beaucoup plus par l'État et pas racketté, rançonné, mis à l'amende, quasiment condamné à obéir au doigt et à l'œil. Justement, on leur a retiré leurs moyens de subvention et ce qui les rend dépendants de l'État qui, eu égard à ses problèmes budgétaires, n'est plus en mesure d'honorer ce qu'il doit et en plus fait de la politique politicienne. Très très dur d'être maire aujourd'hui et de bien s'occuper de ses administrés. Jean-François Vigier, vous êtes maire de Bure-sur-Yvette, c'est en Essonne, vice-président de l'Association des maires de France. Est-ce que quelque part aujourd'hui, être maire, c'est pas la quadrature du cercle ? On vous demande plus avec moins d'argent, etc., etc. D'abord, je voudrais revenir à un fondamental pour moi très important, c'est que maire, c'est pour moi l'un des plus beaux métiers du monde, même si on peut pas dire que c'est un métier, c'est un mandat, mais s'occuper d'une ville, c'est-à-dire en même temps regarder l'évolution de sa ville dans 15 ans, c'est-à-dire construire sa ville ou reconstruire sa ville et s'occuper du quotidien de ses habitants par les services publics, scolaires, sociaux, associatifs, par la rénovation d'équipements publics, c'est magnifique. Et c'est vrai que c'est très exaltant à mener au quotidien. Mais c'est un mandat qui est devenu extrêmement complexe, pour lequel nous subissons beaucoup de pression, pour lequel on demande des résultats de plus en plus rapides, quasi immédiats, et depuis quelques années, pour lequel les maires ou leurs familles peuvent subir des violences physiques ou morales, ce qui est devenu ça totalement inacceptable. Et donc, nous l'exerçons dans des conditions, il faut le dire, de plus en plus difficiles, par cette pression qui s'accentue, et aussi, disons-le, dans le cadre d'un désengagement financier de l'État qui ne cesse pas, et dans le cadre aussi de normes qui nous tombent dessus. Il y a un rapport sénatorial qui est sorti il y a pas longtemps qui dit qu'en 4 ans, ce sont 4 milliards de normes qui sont tombées sur les communes. 4 milliards. Et à l'Association des maires de France, on essaie d'examiner tout ça à la loupe autour de notre président David Lisnard, et on voit bien dans toutes nos instances que le mandat se complexifie, devient de plus en plus difficile. Donc, énormément de respect pour cette maire qui a quitté ses fonctions, mais vous remarquerez que 40 démissions par mois, c'est énorme et c'est extrêmement préoccupant pour la démocratie locale. Vous êtes maire, vous êtes maire ou élu local, ou vous l'avez été, venez témoigner au 0826 300 300. Monsieur le maire, sans compter les conseillers municipaux, les sièges de conseillers municipaux qui sont vacants. Aujourd'hui, il y en a quand même 57 000, ce qui est important, c'est-à-dire que c'est aussi le maire, mais aussi l'engagement de certains citoyens auprès de la mairie. Oui, parce que pour le coup, les citoyens qui s'engagent dans une liste, on les prévient, ils s'engagent pour 6 ans, ce qui est une durée quand même assez longue. Ils ont un métier, ils ont une famille, ils ont une vie à côté, et au bout d'un moment, cette pression, cette complexité peut les amener à renoncer. Donc on est là aussi pour les entourer, pour essayer de dialoguer avec eux, mais au bout d'un moment, il y a la décision qu'on prend d'arrêter ses fonctions. Donc c'est vrai que c'est problématique, et c'est vrai qu'il faut absolument qu'on apporte des solutions concrètes à cette situation qui va en s'amplifiant, on le sent bien. Philippe Bilger veut réagir. Monsieur le maire, vous avez rappelé les 2 fléaux qui menacent à l'heure actuelle les mairies. Le désengagement de l'État et puis évidemment la contestation de plus en plus vive de ce qui représente le pouvoir officiel, en l'occurrence celui des maires, avec les agressions, les insultes, les injures et parfois la mansuétude scandaleuse de la justice. Si vous aviez à choisir entre ces 2 mots, est-ce que le plus grave ne serait pas le désengagement de l'État qui, lui, pourrait ne pas trahir la mission qui est la sienne ? Alors,
il y a deux choses, parce que le désengagement de l'État, il n'est que d'un côté. Nous, on souffre évidemment d'un désengagement financier de l'État. Et vous le citiez au début du débat, la suppression de la taxe d'habitation en est un exemple, mais la baisse des dotations consécutives, pratiquement tous les ans, nous subissons une baisse des dotations que l'État doit donner aux communes, ce qui complexifie la réalisation de nos budgets. Donc là, on a un désengagement de l'État. Et de façon tout à fait contradictoire, nous avons une présence de plus en plus imposante de l'État sur les normes qui n'arrêtent pas de nous tomber dessus, qui viennent contredire la précédente. Et nous avons même parfois l'État qui ne parle pas de la même voix entre le national et le local. Exemple, on encourage tout le monde à rénover ses habitations, à faire de l'isolation par l'extérieur, à poser du photovoltaïque pour la transition écologique, pour les économies d'énergie. Tout le monde dit oui, l'État dit faut y aller. Nous, on dit également à nos concitoyens, montez des dossiers. Vous avez l'architecte des bâtiments de France qui donne des avis défavorables. Oui. Donc, quelle est, après nous, notre parole? Vous imaginez qu'est-ce qu'on dit à nos concitoyens quand on est face à de telles décisions? Tout ça devient vite ingérable. On part au 0826 300 300. On retrouve Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Emmanuel. Bienvenue. Bonsoir les amis. Oui. Tout à l'heure, j'entendais un de vos intervenants qui parlait de Abra Raccourci. On tombait sur Abra Raccourci. Moi, j'ai tout de suite pensé en fait au maire, au chef du village gaulois d'Astérix, parce que lui aussi, en fait, si vous vous souvenez de cette bande dessinée, il était tout le temps aux prises avec les commerçants qui venaient se plaindre, avec les administrés qui étaient pas contents, et puis en même temps le village était effectivement assiégé par une force obscure. En l'occurrence c'était les Romains, mais là aujourd'hui ce sont les normes, les horribles normes qui en fait font beaucoup de mal. Et je suis d'accord tout à fait avec l'intervenant précédent, parce que moi j'ai une vieille maison en Bourgogne de village, eh bien je n'ai pas le droit d'installer un Velux pour utiliser la pièce du haut qui est sous la toiture, parce que le bâtiment est classé. Et en même temps, on me demande, si je veux le vendre, de dépenser des fortunes pour l'isoler en mettant sur la pierre à l'intérieur du polystyrène et des cochonneries comme ça. C'est ubuesque. C'est ubuesque. Mais ubuesque, absolument, voilà. Donc, si on pouvait, il faudrait un Elon Musk qui vienne et qui nettoie les normes. Restez avec nous, Emmanuel. Philippe est avec nous de Marmont-Pacha. Bonsoir, Philippe. Bonsoir, monsieur le maire. Monsieur le maire, exactement. Bonsoir, oui. Bienvenue, vous, c'est une petite commune du Lot-et-Garonne, et visiblement, les problèmes sont en relation avec la taille de la commune, selon vous. Oui, c'est vrai que nous, dans le milieu rural, on n'a peut-être pas les sollicitations qu'il y a dans les communes un peu plus grandes, mais c'est vrai que commune de 180 habitants, il y a toujours quelques petits problèmes, mais c'est pas quand même trop lourd à gérer. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau de l'agglo, je côtoie quand même d'autres maires et je comprends que des fois, c'est un peu lourd et c'est pas évident à supporter, parce que quand même, les maires ont des emplois du temps quand même qui sont très très chargés et ils font tout ce qu'ils peuvent souvent, et dans la majorité des cas, pour que tout se passe bien et tout se déroule bien pour les administrés. Donc ils comprennent très mal que des fois des gens s'emportent. Je veux dire, à un moment donné, il faut trouver des solutions et c'est ensemble qu'on les trouve, et c'est pas en s'en prenant surtout pas aux élus qu'on va améliorer la vie sociale de nos concitoyens et de tout le monde. Philippe, une question. Combien vous rapporte votre indemnité par mois pour 180 habitants, et combien de temps ça vous prend par semaine? Moi, sur notre commune, ça a été amélioré. J'aurai droit à 1 000 euros. Oui. Et je les prends pas parce que je n'ai pris que 600 euros quand on a monté le conseil municipal, parce que j'étais pas sûr du budget, et donc j'ai que 600 euros. Et c'est vrai que ça me prend pas mal de temps avec l'agglo, les réunions, les permanences, et puis d'aller voir à droite, à gauche. Et c'est vrai que quand on a encore une activité professionnelle prenante, c'est pas évident à gérer, quoi. Voilà, après les week-ends et tout. Après, si on fait ça, c'est parce que c'est la vocation. Je suis né sur la commune. Je suis né sur la commune, et voilà, quoi. C'est venu petit à petit, et c'est pas par. Combien de mandats, monsieur le maire, vous, aujourd'hui?
Non, c'est le premier mandat. C'est le premier. Puis bon, je l'ai fait surtout parce que j'ai envie de défendre souvent le monde agricole au milieu de ces agglomérations et tout ça. Et c'est quand même important. Sur 44 communes, on n'est plus que 2 maires agriculteurs sur l'agglo d'Agen et c'est très peu et c'est dommage. Et donc c'est important qu'il en reste pour se faire entendre. Jean-François Vigier, quand vous entendez ça, vous vous rendez compte que finalement, c'est le dialogue est primordial finalement quand on est un maire. C'est permanent, c'est constant, c'est tous les jours, à toutes les heures. Quoi qu'on fasse, et qu'on soit en mairie, qu'on soit en dehors de la mairie, il faut savoir que à tout moment, nos concitoyens nous saisissent de différents sujets, du plus petit au plus grand. Et il faut qu'on apporte des réponses de plus en plus précises, rapides, évidemment favorables. Le témoignage de Philippe Lévrevois, qui est maire d'un petit village, qui dit « J'ai droit à 1000, je prends 600 seulement ». C'est quand même la preuve qu'on te dit que oui, les politiques sont là pour l'argent, on peut le saluer et que c'est vraiment pas du tout ce qu'on dit d'une manière. Et j'ai pas de complexe à utiliser ce mot-là, vraiment populiste, non ? Oui, c'est un vrai engagement là pour le coup. Oui, c'est un sacerdoce. Absolument. Mais je ne crois pas que l'on devienne maire pour des raisons politiques dans ce genre de ville et de village. Oui. On veut être élu d'abord parce qu'on est porté par la majorité que l'on connaît personnellement et dont nos parents se connaissaient déjà, etc. Donc on ne peut pas non plus trahir. C'est presque un héritage. Absolument, qui nous dépasse. Et ça implique un respect des règles, des lois. On ne trahit pas ceux qui ont voté pour soi parce qu'on les connaît. Donc cet engagement populaire, il est majeur. C'est quand même le plus beau mandat du monde. Philippe Bilger, vous auriez aimé, vous, être maire d'une ville ? Non, je suis pas... si, au fond, j'aurais beaucoup aimé. Enfin, si. Mais parce que la question de Cécile est pertinente et donc elle n'appelle pas une réponse péremptoire, contrairement à ce que vous espérez, mon cher Philippe. C'est le fait que on a envie de rendre service à ses concitoyens, mais en même temps, c'est une tâche insurmontable parce qu'il faut être tout le temps sur le front. Allez, 0826 300 300 avec Pascal qui est avec nous. Bonsoir Pascal. Bonsoir Pascal. Bonsoir tout le monde. Bravo déjà pour votre émission. Alors merci. Moi, je voulais intervenir parce qu'en fait, je suis élu d'une petite commune de 10 000 habitants. D'accord. 10 000, c'est pas mal déjà. Ouais, bon, mais nous, on parle souvent de nous, un village, là, pour nous, on se prend vraiment pour un petit village encore. dans les Bouches-du-Rhône. Et moi, je suis élu de ce qu'on appelle les minorités. C'est-à-dire, je suis élu de l'opposition. D'accord. Et aujourd'hui, je comprends que certains maires qui en ont ras-le-bol, parce que c'est dur, la tâche de maire, elle est difficile, et c'est une proximité tout le temps. Mais aussi, aujourd'hui, il y a beaucoup de maires qui ne respectent pas la parole des minorités. Moi, par exemple, si vous envoyez les photos de mon bureau, vous savez que j'ai fait mes permanents, pas de chauffage l'hiver, pour vous dire. Je reçois les convocations pour le conseil municipal 4 jours avant. Il faut que j'étudie tous les dossiers. Le maire m'a inclus dans aucune commission. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'ai été uniquement pour être présent au conseil municipal et être une caisse enregistreuse. Voilà. Et ça, c'est bien dommage parce que ça touche la démocratie. Et il y a plein de gens comme moi qui ne vont pas se présenter et qu'on soit dans les minorités ou... Oui. Ça me coupe les jambes. C'est très intéressant. Petite réaction de notre maire Jean-François Vigier, peut-être là-dessus. Peut-être s'ouvrir à l'opposition aussi. De toute façon, la présence de l'opposition, elle est réglementée dans les textes et nous avons des obligations pour que l'opposition puisse s'exprimer et notamment nous avons des délais de convocation à respecter. Donc il appartient à chaque commune de faire ce travail-là en bonne intelligence avec ses minorités. Mais moi, je veux vraiment rappeler que les maires, c'est le dernier rempart de la démocratie, en fait. Depuis qu'on a supprimé le cumul entre un mandat de député et de maire ou de sénateur et de maire, c'est nous qui connaissons la température dans une commune, dans un territoire. C'est nous qui pouvons faire remonter à l'État. Et c'est ce que nous disons sans cesse à l'AMF autour de David Lisnard, c'est que si nous ne sommes plus là, il n'y aura personne pour sauver la démocratie. Absolument. Merci beaucoup, Jean-François Vigier, maire de Bure-sur-Yvette en Essonne et vice-président de l'association des maires de France. Merci d'avoir accepté notre invitation. Dans un instant, le qui c'est qui l'a dit et qui c'est qui l'a gagné. Bon, vous le saurez juste après. C'est à la fin du bal qu'on paie les musiciens. C'est ça. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Et autour de cette table festive des vraies voix jusqu'à 19h avec Philippe David, vous avez reconnu la voix de Philippe Bilger, bien entendu, celle de Gilles Boussingault, journaliste média. C'est pas la peine de chuchoter, Philippe Bilger, on vous entend. Je me voyais déjà à 18h. Mais quand il faut parler, il n'est pas dans le micro. Il paraît qu'il n'est pas 18h. Il se voyait déjà en haut de l'affiche. Emmanuel Abramovic est avec nous, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme. Et Emmanuel, un autre Emmanuel de Suresnes cette fois-ci. Et c'est à vous de lancer le jingle, Emmanuel. Oui, alors, qui l'a dit, qui l'a pas dit, c'est le qui l'a pas dit. Non, je me suis emmêlé. Bon, bref. Allez, on l'envoie comme ça. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Ils n'arrivent pas à le dire alors que nous, on le dit très bien. Qui c'est qui l'a dit ouais, dites-le, Emmanuel. Qui c'est qui l'a dit? C'est bien. Qui c'est qui l'a dit? Voilà. C'est qui l'a dit? Ouais, bravo. Allez, qui c'est qui l'a dit? J'ai mis un an à pouvoir le dire correctement. Écoutez bien, Emmanuel, écoutez bien. Oui. Parcoursup s'améliore chaque année. Qui c'est qui l'a dit? Waouh. Madame Borne? Non. Pas loin. C'était ce matin sur Sud Radio. Ah zut, j'ai raté. C'est la première fois qu'on nomme ce ministre. Ouais. Ah bon? Ouais. Et c'est peut-être sa première interview aussi. Ah oui, il était chez Bourdin. Non, il est plus là. Bon, c'était Philippe Baptiste, ministre de l'Enseignement. Oui, il faut le savoir. Ah, zut. Maintenant, il est connu depuis ce matin. Depuis ce matin. Qui c'est qui l'a dit? À chaque fois qu'il s'agit de l'Algérie, on peut le voir sur le cas de Boilem-Sansal, sur les OQTF, le président de la République semble se faire discret. Emmanuel. Alors, ça, c'est Jordan Bardella. Non, mais c'est le même parti. Oui, Chenu. Non. Chenu. Non. 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 Odoul. Non. Bon, on les a tous fait. Non. En I. Diaz. Ciotti. Jacobelli. Bonne réponse. Philippe Bilger, vous avez dit en I, Diaz. Mais vous avez fini, j'ai dit Diaz et après on recherche orthophoniste pour Philippe Bilger. Il me cherche. Et d'urgence. Comme dirait Sarko. SOS Détresse Amitié, bonsoir. Allez, qui c'est qui l'a dit sur la défense européenne? Il y a... Ah non, j'ai pris celle d'en dessous, pardon. Sur la défense européenne, il y a une unanimité aujourd'hui. Emmanuel. Alors, Bayrou? Non. Bah non. Ah non, allez-y, les vraies voix. Il vous a dit Emmanuel. Macron. Bah voilà, bah oui. Philippe Bilger. Mais non, mais attendez, je croyais qu'on s'adressait à moi. Ah oui. Non, parce que c'est Emmanuel. Je plaisante, bien entre entendu. vous, Abramovic et Macron sur la question, ça faisait beaucoup d'Emmanuel. On a deux d'importants, le dernier est un peu dérisoire. C'est pas gentil, ça. Qui c'est qui l'a dit, Emmanuel, toujours sur la défense? Et je vous aide, ce n'est pas un Emmanuel. On est en train de reprendre en masse musculaire. Ça vous fait rire en tout cas. C'est idiot. Non, il n'y a pas cet idiot au gouvernement, ça n'existe pas. J'aimerais que ce soit le ministre de l'économie et des finances, mais ça ne doit pas être lui. Bonne réponse, Sébastien Lecornu. Soyez franc, Gilles, dans votre réponse. Oui. Allez-y de manière... Voilà, très bien. de manière musclée, comme on parle musculaire. Ouais, colonel. Bravo. Qui c'est qui l'a dit? La négociation sur la réforme des retraites n'est pas morte. Emmanuel. Alors, eh bien, c'est M. Pichon, non? Non, il n'est plus élu, il a été député, ministre, etc. Il a un très gros poste au niveau de l'État. Il s'occupe des sous. Le ministre des Finances? Non. Non. Plus largement. Comment? Allez-y. Moscovici. Bonne réponse d'Emmanuel Abramovic. Premier président de la Cour des comptes. Et c'est fini. Bon bah écoutez, en fait, vous nous avez mis que des inconnus dans ceux qui sont. Aujourd'hui, ceux qui se sont exprimés dans les médias, c'était pas. Moscovici, oui, ça va. Oui, Moscovici, ça va. Le Cornu aussi, quand même. Mais bon, Macron, c'est pas mal non plus. Bassiste, vous exagérez. Voilà. Franchement, Thomas Ménager, bon bah, c'est pas le plus. C'est pas le plus connu. C'était lui. C'était pas lui. Bon bref. C'était les questions qu'on n'a pas posées. Alors, qui c'est qui a gagné?
C'est Philippe Bilger avec 6 points. Bravo Philippe. Normal. Oui, devant à égalité Emmanuel Abramovitch et Gilles Boussingault avec 3 points. Et Emmanuel, vous êtes Fanny, mais vous avez été très bon. Voilà. Ah, j'ai été nul. Non, vous n'avez pas été nul. Ne dites pas ça. C'est déjà très bien d'avoir réussi à dire qui c'est qui l'a dit, ce qui n'était pas facile. Voilà. Allez, Emmanuel, on vous fait un gros bisou. On vous souhaite un bon week-end et merci en tout cas d'avoir participé à cette émission. Merci beaucoup à vous aussi et très bon week-end. Très très bon week-end. Vous restez avec nous dans un instant. Le journal et puis la météo avec Rémi André et le coup de gueule de Philippe David. Je suis furieux contre certains députés, mais ça fait beaucoup. C'est les 3/4 de l'Assemblée, donc ça fait vraiment beaucoup. Ah oui. Un peu plus des 3/4 même. Ça fait vraiment même, beaucoup. Ça fait du monde. Allez, à tout de suite. Avec Philippe Bilger et toute l'équipe de Sud Radio, on est ravis de vous accueillir tous les jours, du matin au soir. Chez nous, c'est 17h, 19h tous les jours. Et puis du lundi au vendredi avec Philippe Bilger qui est toujours là et on est très content qu'il soit là. Ah ben moi je suis ravi d'être là et le vendredi, je sais pas, il y a une sorte de petit parfum de bonheur et de liberté. C'est ça. On va vous libérer pendant 2 jours, mais on vous récupère lundi. C'est divin. Voilà, c'est le jour de la lessive. Et autour de nous, bien entendu, Gilles Boussingault qui est avec nous, journaliste média, Emmanuel Abramovitch, porte-parole du Bureau national de vigilance contre l'antisémitisme, et vous, au 0826 300 300, bien entendu. Et puis vous laissez des messages sur notre répondeur et on les écoute. Oui, bonjour, ici Arnaud de Vannes, dans le Morbihan. Attention de ne pas tomber dans le Trump bashing systématique et aboyer avec les loups de la gauche française et européenne. Le gouvernement américain représente le peuple américain, c'est-à-dire la nation la plus puissante du monde. Donc ça mérite quand même un peu plus de respect. Et les petits aboiements quotidiens contre Trump, contre Musk, commencent vraiment à lasser. À très bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Merci Arnaud. Merci Arnaud de Vannes. Alors Arnaud, comment dire, on peut avoir été satisfait de l'élection de Donald Trump et de bonne foi dire après que on n'est pas forcément d'accord avec toutes ces démarches un peu erratiques de mon point de vue. Mais je sais qu'Emmanuel va le défendre. Emmanuel. Je vais le défendre parce que ce qui m'intéresse en l'occurrence quand on dirige la première puissance démocratique mondiale, c'est le cap à moyen long terme. Et que le cap à moyen long terme, eu égard de ce qu'il a fait en intérieur notamment, de préserver les industries au sein des États-Unis ou à l'extérieur avec les accords d'Abraham, c'est du solide, c'est du pérenne et c'est ça qui m'intéresse pour la paix dans le monde. Gilles Boussingault. Oui, moi je rejoins Emmanuel là-dessus. Je pense que le Trump bashing, c'est franchement une posture aujourd'hui. C'est une attitude qui n'est souvent intéressée en rien. Et il faut peut-être attendre de voir un petit peu la politique que va mener Donald Trump avant de s'attaquer directement à lui, comme ça, sans résultat probant. Voilà, tout simplement. Après, on a le droit de ne pas être d'accord avec ce qu'il dit, avec ce qu'il fait ou avec la méthode, en tout cas. Plus déjà pour pas être d'accord, quoi. Oui. Mais la manière dont il agit, de manière interne, ça ne vous choque pas, Gilles? Non, pas particulièrement. On connaît le personnage. Il est grand, il est baraqué. Il a décidé d'être. Voilà, c'est une Amérique à la John Wayne qui veut imposer. Voilà, tout simplement. Ce qui est gênant dans le Trump bashing, c'est la réduction du niveau d'analyse de l'activité politique que l'on conteste ou pas de Trump. En classifiant, en le traitant de nom d'oiseau, eh bien on s'empêche de rentrer dans les interstices et le détail de ce qu'il fait. Et c'est ça que je regrette. En même temps, on n'a pas le temps, hein, parce que vu le nombre d'informations et le nombre de mesures qu'il met en place, une poursuit l'autre. Donc on n'a même pas le temps de commenter, en fait. Il avait 4 ans de retard. Vous savez, le personnage de dessin animé qui veut partir parce qu'il a très peur et qui patine sur place pendant 5 secondes. Bon, ben c'est Trump pendant 4 ans, alors voilà. Mais vous pouvez admettre quand même que certains soient contre les méthodes. Après, mais absolument. Voilà, c'est ça. Mais encore une fois, pas de Trump bashing, de la réflexion, de la discussion. Voilà, très bien. Donc vous estimez que vous avez argumenté, donc on est bien. Voilà. Allez, tout de suite le coup de gueule de Philippe David. Ah non, mais c'est après la pub, non? Bah oui. C'est après la pub. Voilà. Ah oui, pardon, mais oui, qu'est-ce qui m'arrive? Oui, je suis pas du tout content contre une très grosse majorité de députés. Et vous allez comprendre pourquoi. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus.
Avec autour de cette table Philippe Bilger, Gilles Boussingault et Emmanuel Abramovic chez vous au 0826 300 300. Tout de suite le coup de gueule de Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui se situe dans le 7e arrondissement de Paris. Pourquoi le 7e arrondissement ? Parce que c'est là que se trouve le Palais Bourbon et que je suis absolument sidéré par le vote qui a eu lieu à l'Assemblée nationale. En effet, les députés ont rejeté par 119 voix contre 24 la partie du projet de loi contre le narcotrafic qui aurait permis aux enquêteurs d'aller fouiller dans les messageries cryptées. Des messageries cryptées dans lesquelles se trouvent les principales preuves contre les trafiquants, si on en croit le responsable du syndicat de police Alliance que nous avons reçu, Cécile, dans les vraies voix il y a quelques jours. Et plusieurs choses me révoltent alors que certains, magistrats en tête, tirent le signal d'alarme en disant que la France est en train de devenir un narco-État. La première est le peu d'intérêt des parlementaires pour ce projet de loi. Comment expliquer que sur 577 députés, seuls 143, c'est-à-dire moins de 25%, aient pris part au vote alors que les 3/4 ont donc brillé par leur absence. Le vote ayant eu lieu aux environs de minuit, ils n'auront pas l'argument qu'ils étaient en commission, pas plus qu'en circonscription, les permanences des députés ne recevant pas leurs administrés à cette heure. Le second est que, alors que le trafic de drogue fait de plus en plus de ravages, on empêche nos forces de l'ordre de lutter à armes égales avec les bandits. En clair, ils combattent avec des avions de la Première Guerre mondiale face à des rafales dans un combat inégal et perdu d'avance. Alors on me dira que les conversations sont privées. Soit, mais excepté certains échanges journalistiques, je me fiche qu'on voit mes échanges avec ma famille ou mes amis dès lors qu'ils ne sont pas divulgués en place publique, ce en quoi je fais entière confiance aux forces de l'ordre. Bruno Retailleau a dit que, je cite, « Le sujet reviendra sur la table, dont acte, mais entre-temps, les truands pourront dormir beaucoup plus tranquilles en pouvant remercier les députés absents et les 119 qui ont voté contre cette mesure de simple bon sens. » Même si vous n'avez pas cessé de m'attaquer durant cette émission, je vous approuve absolument. C'est remarquable ce que vous venez de faire, même vous, mon cher Philippe. Et il est incroyable que on ait enlevé de cette proposition tout ce qui la rendait efficace et à peu près performante face au narcotrafic. Vous avez totalement raison. Philippe, vous m'avez glacé le sang. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, vous nous avez bien expliqué que nous avions d'un côté les politiques qui se plaignent des ravages de la drogue dans leur ville, dans les écoles, etc. Et vous nous démontrez aussi que ces mêmes, que ces élus, finalement, quand il y a à voter, ils ne le font pas, comme s'ils avaient un intérêt sous-jacent à ce que cela continue. Alors moi, j'ai une question. On dit depuis plus de 10 ans que le trafic de drogue en France, c'est plus de 3 milliards d'euros. Depuis plus de 10 ans. Oui, aujourd'hui, on évalue entre 6 et 7. Mais ces 3 milliards d'euros, ils ont arrosé qui depuis toutes ces années ? Et est-ce que c'est pas ça que l'on commence à payer aujourd'hui ? Gilles Boussingault. À croire qu'il y a une majorité de députés qui a peur de retrouver son nom dans les conversations cryptées que la police pourrait surprendre. Mais au-delà de ça, je pense que c'est un déni tout simple de la représentation nationale. C'est clair. Sur un sujet aussi important que le trafic de drogue. 577. Et pourquoi programmer ça à cette heure-là ? Il faut se demander pourquoi. C'est toujours le souci. Parce qu'en plus, il y a eu une panne du machine à voter. À la limite, peu importe l'heure. Si c'est vraiment important pour le pays, à minuit, on est là. Même à 4h du matin. Merci beaucoup, Philippe David. Tout de suite, c'est Félix Mathieu avec l'info en plus. Les vraies voix Sud Radio. Et nous allons échanger avec un médecin très très remonté aujourd'hui. Oui, ce médecin on le connaît bien puisqu'il est président d'honneur de la Fédération des médecins de France. Jean-Paul Hamon vient de recevoir un courrier qui l'a sidéré, on peut même dire révolté. Il a reçu un rappel à l'ordre par la Chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins. Rappel à l'ordre pour avoir traité Francis Lalanne d'abruti sur CNews en mars 2021 quand celui-ci organisait un rassemblement sans masque à Nice en pleine 3e vague de la crise Covid. Francis Lalanne avait même appelé les participants à s'embrasser. Et cela avait provoqué sur CNews la colère de Jean-Paul Hamon à l'époque. Pourquoi celui-là, on lui colle pas vraiment une vraie amende, quoi ? Pourquoi on le colle pas au trou, ce mec ? C'est ça qui est honteux, quoi. Les gens, c'est pas comme si on était dans une pandémie, c'est pas comme s'il y avait des mecs qui étaient en train de claquer en réa, c'est pas comme si tout le monde se plaignait que vraiment on n'y arrive pas. Que les gens se baladent sur les quais de Seine, c'est bon. En respectant les mesures barrières, il n'y a aucun problème. Que les gens se baladent dans les forêts, ça va. Mais que là, les gens, ils soient sans masque, quasiment à tout touche, et que cet abruti leur dise de s'embrasser en plus. Et qu'ils le fassent. Bon, c'est bon. Rappel à l'ordre, donc, 4 ans après, pour ses propos sur un plateau télé au printemps 2021. Bonsoir, Jean-Paul Hamon.
Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Ces propos, vous les assumez totalement pourtant, hein, vu le contexte de l'époque. Non seulement je les assume, mais en même temps, je m'épate d'avoir été aussi modéré parce que franchement, Jean-Paul. Franchement, les réas étaient en train de déborder, les gens étaient en train de mourir, et ce type dit aux gens de s'embrasser, d'enlever de leur masque, de ramasser le masque, les crottes de chien avec leur masque. Enfin, franchement, je m'étonne d'avoir été aussi modéré, c'est vrai. Et vous avez donc été surpris en recevant le courrier? Alors non seulement j'ai été surpris parce que l'ordre des médecins, j'avais d'abord été convoqué à l'ordre départemental et c'était pour une conciliation. Et comme je ne voulais pas de conciliation, j'avais été directement à l'ordre régional qui, fort justement, m'avait relaxé. Et là, grande surprise hier, je reçois un courrier de l'ordre national me condamnant, me mettant un avertissement, alors qui est certes la plus faible des sanctions, mais être condamné alors que ce type quand même a mobilisé déjà trois jugeries pour son affaire. Je trouve ça proprement scandaleux, quoi. L'ordre des médecins est en train de se décrédibiliser dans cette affaire. Ne pas me soutenir, ne pas me relaxer et laisser ce gars porter plainte, déjà avoir accepté cette plainte, parce que vraiment abruti, c'était extrêmement modéré, quoi. Ouais. Mais faut-il considérer, Jean-Paul, que plus on monte, plus le courage décroît? Oui. Alors là, je dois dire que quand je vois l'immensité des soutiens que je reçois depuis hier, que ce soit sur les réseaux ou par SMS privé, je peux vous dire, ça me va droit au cœur et ça me conforte que cette institution est en train de se fragiliser. Oui. Eh ben, on va continuer à vous soutenir, Jean-Paul Hamon, et vous savez que vous avez la parole avec nous. Merci beaucoup, Félix. Oui, mais voyez, Mathieu. Il y a comme des sanctions. Vous me qualifiez régulièrement de baltringue et il n'y a jamais de sanctions. Non, mais baltringue, c'est sympa. J'ai fait pire, Philippe. Voilà. Ouais, mais, on va sortir les vieux dossiers. Monsieur le procureur, je mérite quoi? Baltringue, c'est. Bon, baltringue, c'est. Dit par Cécile. Je pense même à des choses plus directes. Il y a culbuto aussi, c'est pas non plus. C'est comme mon dodu, c'est. Oui, voilà, c'est ça. Culbuto en plus, c'est vrai. Ouais. Bah, je vous en prie. Vous m'avez bien dit que j'avais 78 ans. Oui, hors taxe. Voilà. Ça devrait être puni en revanche. Allez, on fait une petite pause, on revient dans un instant avec le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. À tout de suite. Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Entouré de Philippe Bilger aujourd'hui, Gilles Boussingault et Emmanuel Abramovitch avec Philippe David, bien entendu. Tout de suite, le tour de table de l'actu de Nos Vraies Voix. Allez, la vedette, à table! Allez! Vous êtes des vedettes de la télé? Avant d'être un cerveau, Philippe Bilger est un corps. J'ai toujours rêvé d'être Harrison Ford. La comparaison est débile, désolé de vous le dire. Mais non! Taisez-vous, parce que là, ça... Le tour de table de l'actualité. Excusez-moi, Cécile, c'était votre voix ou une IA quand vous parliez de Philippe Bilger? Je sais pas. Elle est adorable, Cécile. Elle sait reconnaître les corps. Mais bien sûr. Les corps aux pieds, surtout. Oui. Ça n'est pas très. Oui, c'est ça. Philippe Bilger, Oui. Pardon. Emmanuel Macron demande au président algérien d'être clairvoyant sur Boualem Sansal. Ce qui m'a intéressé dans le conseil d'Emmanuel Macron au président algérien, c'est que il permet de penser aux méthodes que nous-mêmes on utilise lorsque on a à convaincre quelqu'un qui a commis une grave erreur. On peut ou bien faire comme Emmanuel Macron, je dirais, l'étouffer sous les flatteries en le créditant d'une attitude supérieure. Là, il lui demande d'être clairvoyant, donc au fond, il le crédite d'une lucidité qu'il aura. Alors que nous-mêmes, on peut aussi, dans la vie, dire cet être-là a dit une ineptie, l'accabler sous l'opprobre. Alors on verra. D'une certaine manière, c'est Emmanuel Macron contre Bruno Retailleau. Moi, je suis plus à l'aise en ce qui concerne le président Tebboune avec l'attitude de Bruno Retailleau. Mais après tout, est-ce qu'Emmanuel Macron n'obtiendra pas, avec ce clairvoyant dont il crédite le président Tebboune, on ne sait jamais, un meilleur résultat avec Boualem Sansal?
centrale. C'est une question que je pose. Hein. Je crains, mon cher Philippe, qu'hélas, la réponse soit négative, car si vous aviez raison, nous aurions perçu quelques éléments favorables, notamment en matière de libération de Boualem-Sansal, au moins une discussion, au moins quelque chose qui ressemble à du droit à une défense digne de ce nom. Nous aurions eu quelques réponses favorables en matière de traitement des OQTF. Or, la France a été humiliée, il n'y a pas d'autre mot. Je ne vois aucun Engström d'éléments permettant une issue favorable à nos relations telles qu'elles sont engagées aujourd'hui. Bercy, le mot Engström, je l'avais plus entendu depuis les cours de physique au lycée. Fabuleux. Alors là, me remettre l'Engström en mémoire, merci. Quand vous voulez être modeste, mon cher Philippe, dites « Je ne suis qu'un échantillon d'Engström ». Alors là, le grand professeur sachant vous écoute comme si vous étiez vous-même prix Nobel. C'est un film d'Ingmar Bergman. Oui. Allez, on y va. Alors, oui, le mot clairvoyant, c'est clairement précis de la diplomatie de la part du président Emmanuel Macron. Après, est-ce que la diplomatie va être véritablement utile avec le président Tebboune ? Je n'en suis pas convaincu. Parce que malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent plutôt que la manière directe et forte. C'est peut-être donner beaucoup de crédit au président Tebboune pour peu de résultats. Et je pense très sincèrement que le président Tebboune, ça le fait rire quand il entend ça. Gilles, puisque vous avez la parole, vous dites que alors que le réarmement est au programme, nous manquons cruellement d'ouvriers qualifiés. En effet, l'industrie des armes embauche. Parce que aujourd'hui, après une enquête qui a été menée, la DGA a Direction besoin générale de l'armement. Voilà, exactement. La Direction générale de l'armement a besoin de beaucoup de gens, de métiers spécialisés qu'on ne trouve plus aujourd'hui. C'est-à-dire des chaudronniers. On a besoin de soudeurs, on a besoin de monteurs. Il y a comme ça près de 10 000 postes selon une étude qui a été lancée, qui sont à pourvoir. Or, ces gens-là, ces métiers-là, ce sont des métiers qui sont longs à former, qui demandent un vrai savoir-faire, une vraie connaissance, et à cause de la désindustrialisation permanente de notre société française qui a été lancée depuis les années 80. Ces filières n'ont pas été renouvelées, c'est voilà, ça ? Exactement. On n'a plus de postes. Alors, on fait appel à quoi ? On fait appel à la réserve industrielle à ce moment-là, la RID, la réserve industrielle de défense, qui permet non seulement à des gens en poste, mais également à des retraités, de venir, donner un coup de main, en fait. Oui, donner un coup de main, donner des conseils pour les métiers qualifiés. Ces gens-là auront le droit, c'est une moyenne de 10 jours par an. Ils ont le statut de militaire. Et d'ailleurs, on envisage de créer d'ici 2030 3000 emplois comme ça. Mais c'est génial pour les seniors, c'est super. C'est formidable. Oui. Mais alors, on lance des grandes politiques de réarmement. Éric Lombard et Monsieur Lecornu disaient qu'ils ont besoin de 5 milliards d'euros. Il y en a déjà 1,7 million qui vont être avancés. Mais c'est très bien, mais d'abord, il faudrait peut-être songer aux emplois avant de vouloir faire ça. Madame van der Leyen veut mutualiser l'armement en Europe, très bien. Alors, on ne sait pas comment ça va se faire au détriment de quelle industrie nationale, mais en l'occurrence... Avec Madame von der Leyen, ce ne sera pas au détriment de l'industrie allemande, vous pouvez faire confiance. Sûrement pas, ça c'est clair, mais voilà. Par exemple, le fabricant de missiles MDBA a un contrat de 36 milliards d'euros de commandes. C'est énorme, mais on va faire comment sans les moyens de production derrière et les ouvriers qualifiés qui vont avec. Philippe Bilger. Ah oui, ce qui vous inquiète, Gilles, c'est qu'on n'a pas le personnel. On n'a pas le manque de main-d'œuvre, on n'a pas les qualifications, on les a plus. D'accord. Depuis les années 80, on a perdu 2,2 millions d'emplois dans l'industrie. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les former, mais ça va mettre du temps en fait. Voilà, c'est-à-dire que ça va ralentir la réindustrialisation. J'ai réussi à le dire, je suis trop contente. Emmanuel Abramovic. Comment est-ce que ça fonctionne en matière d'université, d'enseignement, pour apprendre les métiers justement de la conception des systèmes militaires ? Est-ce qu'il y a justement des départements, des sections universitaires, scientifiques ? Et ma question sous-jacente est-ce que comme certains pays qui subissent l'exode de leur cerveau, est-ce que nous-mêmes, nous avons une filière de formation, si c'est le cas, et des cerveaux qui quittent la France et donc l'industrie française ? Oui, sauf qu'il y a des soudeurs, par exemple, mais il faut qu'ils aient des habilitations, que ce soit ou pour le nucléaire ou pour l'armement particulier. Exactement, et c'est pour ça que la DGA a lancé un vaste programme pour se rapprocher précisément de France Travail, pour essayer d'éduquer les jeunes à ce type de métier, de les intéresser à une nouvelle opportunité professionnelle. Et qu'ils puissent obtenir les fameuses certifications. Exactement, qui leur
leur permettent de travailler sur ces terrains sensibles. Exactement. Mais je trouve que l'alternative de dire on va rechercher des seniors qui, eux, parce que c'est là que se trouve l'expérience, absolument. C'est le savoir-faire. Et quand on perd un savoir-faire industriel, c'est catastrophique. Emmanuel Abramovitch, la protection des intellectuels, des artistes, des politiques, des écrivains, des personnes qui ont choisi l'exil en France. Eh oui, il y a en France un certain nombre de personnes que vous croisez dans les journaux, à la radio, à la télévision, que vous lisez parfois, et qui sont sous protection. Alors, ils sont sous protection grâce à ce qui existe dans notre beau pays, la France, le système de protection des personnalités. Alors, en 2021, il y avait 50 personnes sous protection. Ça me fait doucement rire, parce que rien que les journalistes, les auteurs, les intellectuels que nous connaissons, ils sont beaucoup plus de 50. Normalement, ce service de protection des personnalités, il s'occupe d'abord du président, des ministres. Et depuis 2015, où l'atmosphère s'est largement détériorée dans une violence atroce, affreuse pour une démocratie telle que les nôtres, et bien évidemment, le nombre de ces personnes sous protection s'est démultiplié. Alors pourquoi est-ce qu'il faut protéger ces personnes ? Eh bien parce que aujourd'hui, on n'argumente plus, comme nous l'évoquions un peu tout à l'heure, on n'argumente plus, on veut tout de suite éliminer. Et puis, il y a aussi en France un système extraordinaire qui est effectivement le droit d'asile, et notamment pour accueillir des personnalités qui sont pourchassées par un pouvoir politique haineux, vindicatif, dictatorial. Parfois, vous n'avez pas le temps de partir et ils vous mettent en prison, même quand vous êtes malade. Et donc, ces guerres-là se poursuivent sur le territoire national. J'en veux pour exemple que un certain ancien premier ministre du Shah d'Iran, qui s'appelait Chapour Bakhtiar, qui était sous protection, a été assassiné quand même. Je vous rappelle, et je ne prends pas du tout parti ni pour les uns ni pour les autres, je relate simplement que ce système de protection est nécessaire, puisque effectivement on cherche à assassiner aujourd'hui ceux avec lesquels on n'est pas d'accord. Je vous rappelle que dans le conflit qui oppose l'Irak, les Kurdes, la Turquie, il y avait eu des Kurdes qui avaient été assassinés dans nos rues parisiennes. Alors, ce qui est un problème aujourd'hui avec l'Iran, puisque les ressortissants iraniens aujourd'hui ont... Il y a un exemple que je connais, par exemple le président des Kabyles de France, et je peux vous dire qu'il est sous protection. Alors c'est là que j'apporte une dimension nouvelle, c'est que les chiffres que je ne connais pas, les 50 en 2015, moi ça me fait doucement rigoler, et j'ai pas réussi à trouver le nombre de personnes sous protection aujourd'hui, mais à cela il faudrait rajouter le cas par exemple de Ferhat Mehni qui est pourchassé par la haine du pouvoir algérien jusqu'à sur notre sol et qui doit payer par lui-même sa protection. Donc le nombre de gens sous protection est beaucoup plus important. Maintenant, les questions qui fâchent. Est-ce qu'on peut diriger une démocratie avec la peur ? Et où nous mène ce système ? Parce que c'est très beau de protéger les intellectuels et les gens qui disent des vérités, mais comment est-ce qu'on fonctionne comme ça en démocratie ? Philippe Bilger. Vous distinguez, si je comprends bien, Emmanuel, les protections officielles et des protections spontanées parce que des gens sont menacés. Et là, il y en aurait de plus en plus. Et je veux bien le croire quand on va sur les plateaux, le nombre de gens dont on apprend qu'ils sont protégés. Hassan Chalgoumi, qui est un ami, à chaque fois que l'on se voit, il a au moins 3 gardes du corps. Gilles. En même temps, heureusement qu'on agit comme ça. Parce que la France a quand même toujours été précisément une terre d'asile, mais elle a toujours aussi protégé à la fois les arts et la littérature et les intellectuels. Donc heureusement qu'on a ce système-là. Oui, mais vous avez besoin de plus en plus de personnel, de fonctionnaires. Il y a aujourd'hui, d'après mes quelques informations, plus de 1200 personnes dans le service. On va jusqu'où, puisque la menace ne s'arrête pas. Je vais même dire, elle se développe et elle se modernise, puisque maintenant c'est la Kalachnikov à tous les coups, à minima, et bientôt les missiles. Merci beaucoup Emmanuel Abramovitch. Allez, vous restez avec nous dans un instant. La suite de ce programme, êtes-vous heureux ? Est-ce que vous êtes heureux en fait ? Est-ce qu'il fait bon vivre en France ? Alors oui, trouvez-vous que la qualité de vivre en France s'est détériorée ces dernières années ? Et à cette question, êtes-vous heureux de vivre en France ? Vous dites non à 78%. Vous voulez réagir ? Zach attend vos appels et il sera heureux de les prendre au 0826 300 300. Minibus.
Et on va vous parler d'une note plutôt positive avant la fin de la journée, puisque avec Philippe Bilger, Gilles Boussingault et Emmanuel Abramovitch, on va vous demander si vous êtes heureux. De vivre en France. De vivre en France. Tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio. Le coup de projecteur des vraies voix. Je suis à la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. L'argent ne fait pas le bonheur, mais on est tout de même bien content d'en avoir. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. C'est une horreur. On était heureux parce qu'on était ensemble. Comment on a pu oublier ça? J'ai décidé de renforcer encore les mesures pour réduire nos déplacements et nos contacts. Parce que nous vivons plus longtemps, il nous faudra travailler plus longtemps et partir à la retraite plus tard. Alors, heureux? Mais voilà, j'habite en France, et la France, c'est pas du tout ce qu'on dit. Êtes-vous heureux? C'est la grande question du jour. La France qui dégringole de la 20e à la 33e place en 2 ans au classement onusien du bonheur déclaré par les habitants. Classement dominé par les pays nordiques avec la Finlande et indéboulonnable première place, bien sûr. Alors parlons vrai. Est-ce que cette chute s'explique pour vous? Et à cette question, êtes-vous heureux de vivre en France? Vous dites non à 78%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et donc j'ai envie de vous demander autour de cette table, est-ce que vous êtes heureux? Philippe Bilger, êtes-vous heureux? Alors, vous nous demandez, vous nous interrogez, il faut qu'on sonde notre cœur et nos reins, ce qui est rare d'avoir à donner une pensée aussi intime sur un plateau. Mais profondément, pour aller très vite et au risque d'être sommaire, moi, personnellement, intimement, je me sens heureux. Même si je serais prêt à soutenir qu'on n'est jamais totalement heureux et qu'au fond, la quête du bonheur remplit une vie. Mais disons que je me sens très heureux dans le pays qui est le nôtre, même s'il y en a d'autres que j'adore, dont la population parfois me plaît davantage. Quand je vais en Italie, je me sens presque mieux, ou en Espagne, que parfois avec certaines catégories de Français, et ils me le rendent bien, probablement. Et deuxième élément, ce qui peut altérer le bonheur personnel qu'on éprouve, c'est lorsqu'on est fondamentalement généreux et altruiste, c'est le sentiment que l'environnement, le pays qui vit à côté de nous est malheureux, connaît des zones de misère et de désespoir, et quand on est généreux et altruiste, ça peut détruire votre propre bonheur. Absolument. Gilles Boussingault. Alors je dirais globalement que oui, moi aussi je suis heureux de vivre en France, parce que la France n'est pas le pire des pays, loin s'en faut, mais il est clair que par rapport aux pays que j'ai connus depuis mon enfance, la situation se dégrade terriblement, oui. Et que effectivement le droit au bonheur dont parle Philippe, qui est d'ailleurs inscrit dans la Constitution américaine mais pas dans la Constitution française, il est de plus en plus difficile à trouver. Et j'aurais tendance à dire, pour reprendre la bonne vieille phrase que j'adresse aux politiques, la bonne vieille phrase de Pompidou, arrêtez d'emmerder les Français. Oui, parce que nous avons les meilleurs fromages, une filière bovine exceptionnelle et qu'on s'en met plein les papilles et que c'est un vrai bonheur. C'est un argument. On a des paysages à couper le souffle. En France, on se baigne, avec une diversité on fait du ski, il y a une diversité phénoménale, donc oui, mais la défection des politiques, la peur des politiques au pouvoir, l'anti-respect qui prend le dessus, les leaders politiques qui nous tirent vers le bas intellectuellement, tout ça, c'est le mais. Ça veut dire, je suis heureux en France, oui, mais encore combien de temps? Ah, alors c'est drôle. Le sujet fait réagir à beaucoup d'appels au 0826 300 300. Et un heureux oui, mais c'est Mickaël. Bonsoir Mickaël. Bonsoir Mickaël, du Tarn. Bonsoir à tous. Alors heureux, oui, mais... Alors oui, je suis heureux en France. Moi, j'ai 21 ans, je travaille. Je fais partie à peu près de la classe moyenne. Donc, j'ai pas à me plaindre de mon pouvoir d'achat. Mais par contre, je m'inquiète pour la suite de l'effondrement social, de ma sécurité financière, ma sécurité même tout court quand je sors dans la rue, parce que je vois que ça se dégrade. Et ça m'inquiète fortement parce que moi, j'ai ma petite fille qui arrive dans un mois. Ah, félicitations. Félicitations. Merci beaucoup. Et vous avez peur pour ça, pour l'avenir. Vous êtes heureux, mais
vous avez beaucoup d'incertitudes pour l'avenir. Restez avec nous, Michael. Sarah est avec nous de Bellegarde. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, Sarah. Bonsoir, tout le monde. Alors vous... heureuse ou pas? C'est plus facile si c'est moi qui le dis, Philippe. Non, mais vous avez raison. Non, mais moi je ne suis pas heureuse. Je le dis haut et fort. Je suis dans un pays merveilleux. Je suis dans le Gard. Je fais 20 km. C'est magnifique. Et dès que je descends de ma voiture et que je suis confrontée à mes collègues français, comme disait Philippe Bilger, ou à la moindre paperasse, j'ai envie de me tirer une balle dans la tête. Et pour rebondir sur ce que disait le jeune homme tout à l'heure, il y a un signe qui ne trompe pas. Pour la première fois, les jeunes ne veulent plus faire d'enfants. Ouais, et ça montre bien qu'il y a un vrai problème. Quoi. Alors il y a aussi un problème. La peur du lendemain. Moi j'ai lu des choses, j'ai failli faire un coup de gueule, tu vas peut-être venir un de ces jours, un extrait de livre avec l'éco-anxiété. Maintenant il y en a qui disent maintenant faut plus faire d'enfants parce que sinon la planète va disparaître. Oui. Mais c'est les mêmes qui demandent la retraite à 60 ans, donc il faudrait être un peu cohérent. Mais ça c'est juste mon point de vue. Mais c'est un signe très préoccupant. Ce que dit Sarah, c'est très juste. Il y a des années, en ce qui me concerne, je n'ai jamais été... aujourd'hui, ça a été dit, on appréhende le bonheur de la procréation sous un angle sociologique et politique, écologique. Ça n'existait pas à l'époque, même si bien sûr les conditions économiques favorisent ou non la procréation. Ou nécessaire, parce qu'on vous incite à faire des enfants, parce qu'il faut en faire pour la population. Oui, Emmanuel. Oui, il y a un autre phénomène qui se superpose à celui-là, mais qui envoie le même message, c'est le nombre d'étudiants français qui partent étudier à l'étranger, qui sont censés revenir en France pour exercer et qui ne reviennent pas. Et alors finalement, on a perdu un citoyen, on a perdu quelqu'un qui devient un talent porteur d'une réelle expertise. Alors on perd beaucoup. Il faut s'interroger effectivement. 0826 300 300, Jean-Charles est avec nous. Bonsoir Jean-Charles. Oui, bonsoir. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. On était dans le Tarn, on est parti dans le Gard, maintenant on va en Seine-et-Marne. C'est le Tour de France sans l'école. Êtes-vous un homme heureux? Eh bien, bonsoir à tout le monde. Eh bien, je l'ai été dans ce merveilleux pays. Et puis, je dois dire que de décennie en décennie, malheureusement, ça s'est dégradé. Et pour beaucoup, à cause de nos politiques. Voilà. Et la dégradation pour vous, elle est la plus prépondérante, c'est laquelle? C'est quoi? C'est quoi? C'est comme disait Michael, c'est l'insécurité dans l'avenir, la peur de la dette, la peur pour sa sécurité tout court. C'est quoi, Jean-Charles? Le respect. Écoutez, vous venez de résumer absolument tous les sujets. Oui, c'est la peur du lendemain. En effet, on a l'impression finalement que nos gouvernants à aujourd'hui nous dictent les bonnes conduites. On n'est plus réellement autonome de nos décisions. Toutes les décisions se prennent sans finalement que les Français n'interviennent réellement. C'est pas 30% de taux d'électeurs qui font le gouvernement d'un pays. Par ailleurs, j'avais de merveilleux cours d'histoire, de merveilleux cours d'instruction civique qui me faisaient aimer mon pays. Je me levais la main sur le cœur systématiquement à chaque fois que j'entendais la Marseillaise. Aujourd'hui, très sincèrement, j'hésite. Mon épouse est marocaine. Elle me dit souvent, oui, mais tu sais Arnaud, ou tu sais Jean-Charles plutôt, le pays est en voie de développement. Et je lui réponds, je ne sais pas ce qu'il en est pour la France. Mais c'est intéressant ce que dit Jean-Charles, puisque finalement, c'est dans les grandes compétitions internationales, c'est derrière le sport, c'est les Jeux Olympiques. Là, on s'est rendu compte que finalement, les choses étaient quand même possibles, où tout le monde s'asseyait les uns à côté des autres, et que on s'en fichait de savoir d'où il vient, ce qu'il faisait. Voilà. Ça reste finalement Philippe Bilger aujourd'hui. Oui, en même temps, d'introduire toujours un petit peu de négatif, j'ai tout regretté que le dernier lien qui nous reste en France soit le lien sportif. Non pas que je méprise le sport, au contraire, vous avez totalement raison, Cécile, mais j'aurais rêvé d'un lien qui puisse être créé par l'exemplarité des politiques. Mais ce que je dis, c'est que c'est l'espoir, c'est juste l'espoir de dire que c'est possible, puisque ça revient et que c'est possible. J'avais juste une petite question à poser à Michael qui était avec nous. Michael, est-ce que vous avez réfléchi avant de faire cet enfant? Est-ce qu'aujourd'hui vous vous dites, j'en ferai quand même d'autres?
Alors, déjà, on va voir comment se passe le premier. Oui. S'il est comme Philippe David, vous en ferez qu'un, c'est sûr. Non, à part ça, oui, c'était réfléchi, évidemment, mais après, moi, je suis quelqu'un de profondément patriote, malgré la situation. Je continuerai à vivre pour mon pays. Et du coup, je pense qu'aujourd'hui, même, c'est nécessaire d'avoir cet enfant, et puis je suis sûr qu'il m'apportera du bonheur, même si je suis quand même inquiet pour son futur, quoi. Ça, c'est sûr. Emmanuel Abramovich. Mais nous sommes là dans un paradoxe extraordinaire, parce que moins d'enfants par crainte du bonheur, et de plus en plus de politiques, aussi bien en France qu'en Europe, qui disent « Ah oui, mais pour payer les retraites demain, il faut faire venir des gens qui sont pas comme nous, à quelque niveau que ce soit. » Alors, nous abstenons parce que nous avons peur de perdre le malheur, et c'est ce qui entrouvre une porte pour peut-être créer plus de malheur. En tout cas, soyons positifs, allez, pour l'avenir, puisque le week-end arrive. Merci en tout cas à vous, Mickaël, Sarah et Jean-Charles. Absolument de nous avoir appelés. Surtout, merci beaucoup Philippe Bilger, merci Gilles Boussingault, merci Emmanuel Abramovich, merci Philippe David, merci à notre équipe. Et là, vous entendez une petite musique de ballon ovale, là. Salut Alexandre. Bonsoir, Une musique de ballon ovale. Salut à tous. Ouais. Ça va, c'est tout ce que j'ai trouvé. Ça va très très bien. Pas de Pro D2 ce soir, mais du top 14 demain. Demain évidemment, et puis un invité exceptionnel dans quelques instants. On sera avec Jean-Marc Lermet, le vice-président de la Fédération française de rugby, directeur des équipes de France, puisque les U20 et bien l'équipe Fagnon, le 15 de France, ont remporté le tournoi destination. Place maintenant aux filles dès ce week-end avec France-Irlande, Irlande-France exactement, le top 14 bien évidemment. On aura énormément de sujets à évoquer avec Jean-Marc Lermet, notre invité, dans quelques instants. Avec joie et bonne humeur. Merci en tout cas d'avoir passé cette semaine avec nous. Merci beaucoup Zach ce soir, merci beaucoup Maxime, Félix et Nelly. On vous souhaite un très bon week-end et salut, à très vite.